Bonjour à tous les participants à l'Université d'été de la francophonie des Amériques. Je suis en compagnie de Sandra Velasquez de Colombie, qui est venue de Bogota, et de Nathalie Bernardin, qui est d'Ottawa, qui est franco-ontarienne. On va discuter avec Sandra et Nathalie de la contribution de la culture, des arts, au développement économique. Développement économique, bien sûr, des artistes, des créateurs, mais aussi des communautés et particulièrement des communautés francophones et francophiles en milieu minoritaire. Je voudrais d'abord vous demander peut-être de vous présenter chacune rapidement, mais surtout de nous expliquer le projet ou le sujet d'étude qui vous passionne. Si on commençait par Sandra, celle qui nous vient de loin, et puis ensuite Nathalie. Sandra. Je suis professeure à l'Université nationale en Colombie dans un programme de licence en gestion culturelle et communicative. Et mon projet de recherche, c'est sur la production de musique indépendante, de musique traditionnelle indépendante en Colombie. Et je voudrais savoir comment les producteurs indépendants font pour développer ces projets musicaux. Comment ils font pour avoir les ressources pour produire de la musique traditionnelle. Nathalie, à toi. Moi, je travaille depuis de nombreuses années dans l'industrie culturelle en situation minoritaire. Donc, je suis présentement à l'APCM, qui est une association de professionnels en chanson de musique à Ottawa, mais qui a quand même un mandat provincial pour l'Ontario et l'Ouest canadien. Donc, on travaille à la fois avec des artistes professionnels, mais aussi avec des artistes émergents et en début de carrière. Donc, ce qui m'a apporté ici aujourd'hui dans le cadre du colloque, c'est vraiment le projet qui s'appelle Rond-Point, qui est un projet pour justement les artistes en début de carrière. Donc, au sein de la PCM, on travaille beaucoup ce qui est la chaîne artistique, justement, travailler avec des jeunes artistes en émergence, les apporter à débuter des carrières, beaucoup indépendantes aussi au niveau de la musique, et les apporter à avoir des carrières professionnelles et pouvoir soutenir une carrière économiquement parlant aussi et contribuer aussi à l'économie de leur milieu. Et de pouvoir faire ça et rester aussi dans leur milieu et faire ça et pas nécessairement migrer vers, par exemple en Ontario, Toronto, c'est le hub de la musique anglophone et Montréal, le hub de la musique francophone. Donc on voit beaucoup nos communautés se vider vers ces centres-là et on travaille de plus en plus à contrer ça et permettre un épanouissement dans leur communauté à ces artistes. D'accord. Juste pour notre bénéfice, ACPM, ça tient pour? APCM, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Vous êtes un petit peu tous les deux sur la même problématique, la même question, c'est-à-dire comment arriver à prendre de la musique traditionnelle ou de la musique émergente et de la professionnaliser, de l'insérer progressivement dans les rouages de l'industrie et du commerce des biens et des services culturels. Il faut d'abord peut-être trouver sa voie créative ou trouver sa personnalité musicale. Peut-être moins compliqué quand on est en musique traditionnelle, quoique encore là, il faut aussi, en termes de modèle d'affaires, déjà se situer par rapport aux différentes options et certainement par rapport à sa voie propre dans un marché qui est déjà très encombré, où les indépendants, de plus en plus, sont le modèle qui domine aujourd'hui. Non, absolument, absolument. Je pense que la création... ce qui mène les artistes à vouloir créer, je pense, c'est pas je veux faire de l'argent. En tout cas, de moins en moins ces jours-ci, c'est vraiment la création qui mène en premier lieu. Puis je pense que des instances, par exemple, comme la PCM, on va aller dépister du talent. On va dire, toi, tu as quelque chose d'intéressant, ça serait le fun de t'accompagner peut-être dans le développement à une autre étape, tu sais, et là, les suivre tout au long de la carrière. Puis instaurer cette pensée économique. On parle beaucoup, nous, à nos artistes, à vraiment se voir comme des jeunes, des petites entreprises. Souvent, les artistes n'ont pas ce réflexe-là, ils créent pour créer. Après, donc, les droits d'artistes, et vraiment mettre les bases solides pour un bon début de carrière, une bonne réflexion, toujours avoir cette arrière-pensée-là économique dans ce qu'ils font comme artistes. Pas évident. Est-ce que vous diriez, par contre, que les artistes sont prêts à jouer le rôle économique ou si ça prend d'autres gens dans l'industrie qui viennent appuyer les artistes? Est-ce qu'on n'a pas des métiers qui sont spécialisés
de producteurs, de gérants, de gens de communication, marketing? Ou si l'artiste peut tout faire? En Colombie, il faut dire qu'il y a comme 2 ou 3 générations. La génération plus vieille, ils n'ont pas la reconnaissance de l'économie. Ils sont très mal à gérer l'action pour des choses qui font des ressources ou des bénéfices économiques. Mais les gens qui émergent, qui font les nouvelles musiques en Colombie, ils sont très bien préparés parce qu'ils cherchent aux autres qui peut être les personnes qui vont m'aider avec la communication, qui peut être l'autre qui peut faire les managers de mon carrière. Et ils commencent à créer des associations pour trouver des conseils, des ressources. Mais dans sa tête, ils ont la conscience de qu'il faut penser à la création et en même temps, il faut penser à l'économie. Et maintenant, ils font un peu, ils poussent pour les sociétés de droits d'auteur et tout ça, pour que les sociétés marchent pour eux. En leur faveur. À leur faveur. Parce que pour la musique indépendante, les vieux disent « Ah non, la musique indépendante », mais pour nous, la société de droits d'auteur, c'est rien, parce qu'elle ne passe pas à la radio. Mais les gens, ils disent maintenant « Non, il faut que notre musique passe à la radio. » Les jeunes artistes indépendants sont des autotoutes. Nous, on dit autotoutes ici. Des autotoutes. Mais ils font, parce qu'ils n'ont pas justement, il y a une lacune. Il y a une lacune au niveau des gérants, des bookers, tout ce qui pouvait entourer l'artiste avant, quand les majors faisaient la majorité, mettons, du travail dans l'industrie de la musique. Tout ça, ça existait. Puis il y a eu un manque de génération. Il n'y a pas eu une relève qui s'est bâtie par rapport à ça. Elle est en train de se rebâtir. Nous, on le voit, en tout cas en Ontario, il y a un balbutiement de nouvelles entreprises économiques qui sont en train de soutenir une production artistique qui est aussi grandissante et qui trouve une vitesse de croisière intéressante. Donc, les deux vont pouvoir se soutenir. Mais entre-temps, je pense que tu as raison, les jeunes artistes indépendants, ils sont appelés à être à la fois le relationniste de presse, le booker. Donc, et c'est bon parce qu'avant d'embaucher quelqu'un pour faire ce travail-là, il faut bien savoir qu'est-ce que tu vas leur demander de faire et pour pouvoir juger s'ils le font bien. Mais iriez-vous à dire qu'il y a des artistes qui vont prendre le pari de la création, mais qui, au fil de leur carrière, vont se spécialiser pour eux-mêmes devenir l'un ou l'autre rouage de l'économie de la musique? Est-ce qu'on voit ça aussi? Il y en a. Moi, je te dirais que l'artiste veut toujours éventuellement céder cette partie-là, idéalement, mais ils le font parce que ça n'existe pas. Donc, ils le font plus par réflexe, par mode de survie. Je crois que c'est un premier temps dans leur carrière. Ils font de l'autoproduction. Mais le programme où je travaille en Colombie forme les jeunes pour faire la gestion culturelle. Et c'est ça que j'ai dit aux créateurs. Parce que je dis aux créateurs, si vous voulez quelqu'un qui fait les projets, qui gère la communication et tout ça, vous devez chercher les gens qui forment l'université. Parce que comme ça, vous serez seulement dans la création et l'autre dans les choses qui sont économiques. Parlons des communautés. Est-ce que dans les artistes que vous fréquentez ou que vous étudiez, vous voyez des gens on a parlé de création, on a parlé parfois d'économie. Est-ce qu'il y en a qui se dédient ou qui consacrent une partie d'effort à consolider, renforcer la communauté locale, faire de la musique un pôle d'animation, un pôle d'inclusion, un pôle économique pour que la communauté en bénéficie? Avez-vous vu ça? Puis est-ce que c'est probant? Est-ce qu'il y a des bons résultats? Bien, nous, dans le développement du projet Rond-Point, justement, on parle de la médiation culturelle. Les jeunes vont faire des ateliers dans les écoles, dans leur communauté. C'est très, très important pour nous que les artistes, dans leur développement, puissent s'enraciner et vraiment redonner à la communauté et qu'il y ait un échange. À la base de ce projet-là, je disais souvent à mon équipe, ça prend un village pour éduquer des enfants. Bien, ça prend une communauté, à mon avis, pour accueillir ou pour donner naissance à des artistes. Surtout
pour une longue période de temps, c'est-à-dire pour que les artistes restent dans leur communauté, continuent à redonner dans leur communauté. Et veut pas, les artistes, on fait beaucoup de name dropping, on utilise des noms d'artistes qui sont populaires de chez nous pour comme donner une valeur et un sens à notre communauté. Donc en Ontario, par exemple, on va dire Véronique Dicker, Damien Robitaille, et ça fait comprendre aux gens, ah, OK, ces artistes-là, ils viennent de chez vous, et ça contextualise. Mais c'est important pour que ces artistes-là restent, ou au moins gardent une relation et une fierté de d'où ils viennent. Et je pense que c'est à la base du développement après de l'artiste et la communauté. C'est créer cette appartenance-là et cette dualité d'échange, même après qu'ils décident de partir pour Vegas, mettons. Sandra, vois-tu des choses comme ça aussi chez toi? Oui, en Colombie, dans le milieu des musiques traditionnelles, j'avais appelé ça comme une production en confrérie. Mais ce n'est pas dans le sens de confrérie comme quelque chose qui est mystérieux, religieux, comme ça, mais c'est pour la proximité entre les gens, les musiciens, les organisations, et les organisations qui font les festivals ou les organisations qui font de la production. Tous sont très proches et il y a des aides entre les uns et les autres. Et par exemple, des fois, le public donne le financement pour les producteurs. Des fois, les producteurs cherchent dans le public des idées pour sa création musicale même. Parce que les fans, les gens qui sont dans le milieu des musiques traditionnelles sont très très proches. Ils sont toujours en dialogue avec les musiciens et des fois ils disent « Mais monsieur, je voudrais avoir une autre production comme la que vous avez fait, ça fait 12 ans parce que vos lettres, ça met... » C'est ça, c'est ce type de relation que c'est très familial. proche. Oui, c'est comme une grande famille, c'est ça. La collaboration, je pense, c'est au cœur du succès du développement de l'industrie à long terme. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment revenir à la base, mais c'est la collaboration. Et c'est qui garantisse la présence dans le temps pour ce type de création. Parce qu'en fait, en Colombie, les créations indépendantes ne sont pas dans les magasins. Ils sont dans les festivals, dans les concerts, mais les gens qui aiment la musique, ils vont la chercher partout. Ils vont l'aider partout. Est-ce que la médiation dont tu parlais, c'est aussi en quelque sorte de développer son public ou d'aller fidéliser une partie de son auditoire? Absolument. Carmen dit, bon, la musique indépendante, ça ne s'achète pas dans les disquaires. Puis tu as tout à fait raison et on sait, le CD est en déclin. C'est vraiment à travers du spectacle, à travers de la relation personnelle que l'artiste a avec son fan ou avec son... C'est là l'avenir de la musique. C'est tellement défragmenté qu'il faut réunir, il faut collaborer, il faut créer des occasions pour les rencontres artistes et publics, mais les rencontres entre gérants et industrie et les différents paliers dont elle parlait. Je pense que c'est important que les gens s'assoient à table plus souvent pour dialoguer, et puis ça donne naissance à des beaux projets, ça donne naissance à des nouvelles productions, à des ventes d'albums, etc. Et il y a aussi des différentes rencontres, parce que je trouve qu'il y a, par exemple, des rencontres conviviales au milieu de la fête, par exemple, des concerts. En Colombie, il y a les concerts dialogués, je ne sais pas si c'est dit en français, mais ce sont les conciertos dialogados, où les musiciens racontent comment il a fait pour créer la musique, ou quelles sont les idées qui l'ont amené à quel rythme, quelque chose comme ça. Et le public devient un expert qui est toujours tout prêt et qui est toujours un collaborateur. C'est ça. Il y a une appréciation, c'est un peu ce qu'on fait avec Culture pour tous ou Culture Days ici, quand on invite le grand public à venir derrière la scène. Voir les arrière-scènes. On fait beaucoup aussi les cercles d'auteurs aussi qui permettent de comprendre la création, les histoires derrière la musique et des trucs où le public est invité à rentrer dans l'univers de l'artiste. Et quel est le plus grand risque? C'est quoi le danger qui guette en fait ces artistes qu'on accompagne et qu'on veut professionnaliser? De quoi avez-vous conscience, là? Attention, là, il y a un écueil, puis si on ne fait pas attention, ça va échouer, on va se casser.
Pour ma part, je dirais à la PCM, par exemple, le projet Rond-Point, on mise sur 4 artistes par année. Je pense que il faut faire attention de ne pas créer des faux espoirs et que tout le monde pousse en même temps au bon moment en même temps. Je pense que c'est là où on voit du succès. La minute que je pense qu'il y a trop de choses qui vont se passer en même temps, trop d'artistes qui émergent, par exemple, là, je pense que ça risque de devenir difficile. Parce que quand je dis tout le monde pousse en même temps, je parle des médias, je parle de la communauté, le public, les associations, les gérants, etc. Il pourrait continuer en tant que musicien, mais pas en tant que producteur. Parce qu'en Colombie, pour les petites entreprises, la législation, c'est très, très dur. Et ça, c'est un vrai risque. L'industrie culturelle n'est pas considérée comme une activité économique. Donc, il doit être dans l'espace des autres. Autre, c'est une petite industrie de n'importe quelle chose, ou l'industrie culturelle. C'est un vrai risque, parce que comme ça, la richesse culturelle peut rester seulement dans le spectacle public, et c'est vrai, c'est très important, mais pas dans la production, ou peut être toujours aux marges. Je pense que dans le domaine culturel, on n'a pas assez le dialogue ou le discours ou les termes économiques. Ouais. C'est une vraie lacune qui est à développer, je pense, dans les choses à faire, là, dans la liste de choses à faire. Je pense qu'en général, les majors l'avaient à l'époque, ce dialogue économique, mais pour les petits producteurs, c'est loin d'être gagné. Et puis, au niveau de la législature, comme tu dis, c'est autre, c'est pas considéré une activité économique qui rapporte pour... alors que ça l'est. Quand on l'étudie, c'est ça, les peu d'études qu'on a vues, je pense que les arts et la culture, ça rapporte plus économiquement que le sport, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, c'est étonnant, mais on a très peu de données à ce niveau-là. Ce que je retiens de notre échange, c'est qu'il y a un problème d'association et de force, on en avait parlé. Il y a un problème de reconnaissance comme entreprise, des pairs, de la communauté, que c'est une activité économique. On considère que c'est du loisir ou du divertissement. Il y a un problème de reconnaissance. Il y a peut-être aussi un problème de sélection naturelle. Il semble qu'en Colombie, le marché soit laissé beaucoup plus à lui-même, alors qu'ici, on a une association qui prend en quelque sorte la responsabilité d'une sélection, qui fait le rôle de curateur ou le rôle de... et puis qui met à ce moment-là tout son poids, toutes ses ressources derrière un certain nombre d'artistes, plutôt que de laisser le marché y aller de tous ces indépendants qui rêvent aussi de percer. Je pense que ça semble être une clé peut-être de succès en ce qui vous concerne. Et puis ça permet, j'imagine, de canaliser aussi les financements que vous pouvez aller chercher. À ce moment-là, c'est structurant. Mais canaliser tout, énergie et ressources humaines et ressources financières, parce que l'équipe, au sein de la PCM, par exemple, l'équipe ne grandit pas. Donc, si j'avais une équipe de je ne sais pas combien, peut-être qu'on pourrait se permettre d'en pousser vite ou plus. Mais reste que, même au niveau des médias, il y a tant de médias francophones dans notre région. Il y a des réalités qui sont beaucoup plus larges que juste la création pour faire en sorte qu'on peut accueillir les arts et la culture et soutenir. Il y a des actions pour les nouvelles entreprises culturelles du côté de les industries créatives ou l'entrepreneur, des choses comme ça, mais ils ne sont pas en relation avec les textes de la Convention. Et ça, c'est très curieux. Je pense que la Convention, c'était quelque chose, je pense, de très politique. Et puis, pour ma part, en tout cas, comme j'ai dit, je la découvre. Je pense qu'il y a lieu de la rendre très actuelle. Et en tout cas, j'espère, moi, je vais en parler dans mon milieu parce que je suis d'accord avec toi, il y a énormément de politiques d'action qui sont faites au niveau des industries culturelles dans nos milieux, que ce soit au Canada ou en Colombie, mais en relation avec la Convention, très peu. Donc, je pense qu'on va s'en faire des ambassadeurs. Puis on va pouvoir en débattre à Québec, ça va être le sujet. Oui, exactement. Tout à fait. Ben, je vous remercie infiniment.